As-tu l'impression d'être en paix dans ta vie? J'ai rencontré Sylvie Ouellette et on a discuté de l'importance de mourir l'âme en paix. Je te rassure tout de suite, c'est un épisode rempli de lumière et de trucs pour bien vivre ta vie et apprendre à vivre l'esprit en paix. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui, je reçois Sylvie Ouellette, puis on va parler d'un sujet qui, je pense, est très pertinent euh, ces temps-ci, avec tout ce qui se passe au niveau de l'énergie, au niveau des personnes et tout ça. En rencontre, j'ai souvent des gens qui ont des proches qui partent de l'autre côté, qui décèdent, mais qui ne trouvent pas tout de suite la lumière. Et j'avais envie depuis un moment de faire ce sujet-là avec Sylvie sur comment mourir l'âme en paix. Je vous rassure, on va pas parler des méthodes pour mourir, mais bien de la manière de bien vivre sa vie pour pouvoir atteindre cette paix-là quand vient le moment de quitter cette enveloppe terrestre, ce monde-là. Bonjour Sylvie, comment ça va? Bonjour Isabelle, ça va très bien et ça me fait vraiment grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui et d'être avec vous tous aussi. Moi, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. J'ai toujours autant de plaisir à te retrouver. Là, je suis Mm. en train de créer des habitudes, là, mais, C'est bien, euh, on garde sur les habitudes, c'est bon. mais oui, ça fait du bien aussi tu sais, de parler de sujets aussi, je pense, sérieux, mais avec une touche de lumière que je pense que tu Mm. réussis à nous apporter dans ce sujet-là. Merci. Merci. Euh, donc, j'en ai déjà parlé la dernière fois qu'on avait fait un épisode. Moi, je t'ai connu avec ton livre Mourir l'âme en paix. Oui, là, j'ai toujours un petit doute parce que je disais toujours mourir l'âme en peine et c'est pas ça du tout. Et si bien que je t'avais organisé une conférence dans ma région et tout ça. Et toi, qu'est-ce qui t'a emmené à parler de ce sujet-là et d'en faire un livre finalement? Mm. Ben, ce qui m'a amené là, c'est de voir justement comment on pourrait aider ceux qui partent à vivre cette transition-là de la meilleure façon possible, mais aussi comment on pourrait s'aider soi, parce qu'on connaît tellement pas c'est quoi la mort que ben, on attend d'être confronté, on attend d'être rendu au bout du bout du bout. D'ailleurs, c'est drôle parce que dans les salons du livre, avec ce livre-là, Mourir l'âme en paix, les gens regardaient le titre et plusieurs personnes disaient, oh, moi, je suis pas rendue là, je lirai ça quand je serai rendue là. Oui. C'était la réaction première des gens. Puis, je veux dire, quand on comprend que la mort fait partie de la vie, puis qu'à tous les jours, on est on est mis face à des petites morts. Mhm. C'est pas la grande mort où on va vraiment quitter cette enveloppe physique, mais on est mis face à des petites morts. On nous dit dans la tradition bouddhiste hein, que chaque respiration, c'est une occasion de mourir. Parce que le souffle qu'on vient d'expirer, ben, il reviendra jamais. Donc, on meurt à ça. Puis c'est ce que je veux dire par des petites morts. Il y a plein de choses qu'on doit laisser aller. C'est quoi la mort? C'est ça. C'est laisser aller. Laisser aller des relations, laisser aller des habitudes, laisser aller des pensées auxquelles on s'accroche, puis qu'on se fait du mouron, puis que peut-être on devrait garder notre énergie pour autre chose. Mourir, c'est laisser aller. Mais dans notre société, on a un conditionnement qui est tout autre. On a un conditionnement qui est l'attachement. On s'attache à tout ce qui est là, puis c'est à nous, puis on y tient, puis on veut pas lâcher. Donc,
Parce qu'on aura vécu toute notre vie avec une vision d'attachement, puis avec des comportements d'attachement. Et quand on arrive à l'ultime mort, ben, on n'a jamais pratiqué de laisser aller ou très rarement de laisser aller. Puis quand on pratique, ben, c'est souffrant. Ça nous fait mal de laisser aller. Par exemple, euh, si on se fait congédier, ce qui n'est pas nécessairement une bonne nouvelle, mais comment est-ce qu'on va réagir à ça? Est-ce qu'on va laisser aller en se disant, ben, une porte se ferme, il y en a une autre qui va s'ouvrir? Ou est-ce que je vais plutôt m'attacher, puis ruminer ça, puis pas accepter la situation, puis finalement, ben, euh, miner mon énergie avec quelque chose sur lequel je peux rien? J'ai été congédiée quand bien même que je ferais tout ce que je veux, j'y peux pas grand-chose là-dedans. Mais qu'est-ce Mhm. que je peux dans la situation du congédiement? C'est de m'occuper de comment moi je vais vivre ça. M'occuper de voir quel état d'être cette situation-là m'amène et quel état d'être je voudrais plutôt nourrir puis vivre. Donc, les petites morts, hein, un congédiement, ça en est une, puis c'est pas nécessairement une petite mort, ça peut devenir une moyenne ou une quand même assez grande mort. Comment est-ce que je les vis? Et plus je vais me rendre compte que j'ai déjà des attachements et que c'est pas facile de lâcher prise, plus je vais pratiquer ça, plus je vais être capable de laisser aller des grandes choses et de garder ma paix intérieure. On parle de mourir l'âme en paix, pas nécessairement le livre, mais l'état d'être dans lequel on veut être à la fin de notre vie. Ben, la paix, c'est un état d'être. Et c'est pas la mort qui nous amène la paix intérieure. C'est comment est-ce qu'on va réagir à ce qui nous est présenté. Alors, tout ce qu'on vit est en fait, j'ai envie de dire, des générales avant l'ultime spectacle de la fin, ben, c'est des occasions de se pratiquer. Mais souvent, parce qu'on n'a pas appris ça dans notre société, puis qu'on a au contraire appris à nourrir l'attachement, ben, on n'utilise pas ces situations-là pour se pratiquer. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour ben, être de plus en plus en paix? Ben, c'est de s'observer. Je donne souvent l'exemple, vous savez, ça nous est tous déjà arrivé, là, de se quereller à la maison parce qu'il y a une personne qui n'a pas serré le tube de dentifrice au bon endroit. On l'a mis à gauche du lavabo plutôt qu'à droite ou dans l'armoire de gauche plutôt que dans l'armoire de droite. Mais je veux dire, ça, ce sont des situations du quotidien qui peuvent nous servir à nous observer. Est-ce que c'est grave que le tube de pantalon soit pas au bon endroit? Non, c'est pas grave. Mais l'état dans lequel ça me met, c'est intéressant. Puis là, je peux apprendre à m'observer avec ça, puis à me dire, ben tiens, est-ce que c'est si grave que ça? Puis est-ce que j'ai envie de nourrir ça à l'intérieur de moi? Est-ce que je peux laisser aller? Donc, on peut s'observer pour voir nos attachements. Moi, je me souviens d'une grande leçon que mon fils m'a appris sans s'en rendre compte, hein, alors qu'il était adolescent et qu'il commençait à vouloir cuisiner. Il écoutait des émissions de recettes à la télé, puis là, il s'en vient dans la cuisine en voulant faire je ne sais plus quoi, je pense que c'est un poulet. Puis, il commence à vouloir mettre toutes sortes d'épices puis d'assaisonnements dans le poulet, chose que moi, je ne faisais pas de cette façon-là. Et là, moi, je suis partie pour intervenir en lui disant, mais non, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on fait un poulet. Et là, je me suis vue dans le contrôle et dans l'attachement à ma manière de faire le poulet. Et puis, je me suis dit, ben, si je veux qu'il apprenne, il faut que je le laisse aller. Puis, est-ce que c'est si grave que ça si le poulet est pas bon en bout de ligne? Ben non, c'est pas la fin du monde. On mangera des sandwichs, on fera autre chose pour le repas. Mais c'est pas si grave que ça.
Donc, et ça, cet exemple-là, ça m'a vraiment permis de comprendre bien des choses, dont, entre autres, comment, quand j'étais à la cuisine, je pouvais être contrôlante. Parce que les choses, je m'étais jamais observée dans cette façon-là, mais là, j'ai pris conscience que dans la cuisine, il fallait que les choses soient faites à ma manière. Et puis que finalement, ben, il y avait bien d'autres manières de faire les recettes et qu'on arrivait à des résultats qui pouvaient être ben, souvent meilleurs que ce que je pouvais faire. Donc, j'avais avantage à m'ouvrir puis à me détacher. Ben, c'est un peu ça, ce que c'est la mort, c'est de s'ouvrir pour aller découvrir d'autres choses, puis d'être dans le flot de la vie. Mourir, la vraie mort en bout de parcours, ben, c'est pas supposé d'être éprouvant si on sait à quoi ça sert. Mais parce qu'on n'a pas appris à en parler, on n'a pas appris à la vivre, on la cache beaucoup dans la mort dans notre société, hein. Ouais. Tu dois en avoir, toi aussi, Isabelle, des gens qui t'écrivent pour te demander si on doit amener les enfants dans les salons funéraires, par exemple, dans les cérémonies de fin de vie. Ben, ça témoigne de comment on veut cacher la mort. Ouais. Les enfants, ils sont capables de gérer le truc, probablement même mieux que les adultes. Mais on veut les surprotéger, on veut leur éviter euh, notre propre vision de la mort. C'est parce que nous, on voit ça comme étant douloureux, souffrant, pénible, qu'on veut épargner ça à nos enfants. Mais en réalité, la mort, elle n'est pas souffrante, pénible. C'est la vision qu'on y met dans notre société. On n'a qu'à regarder dans d'autres sociétés qui célèbrent la mort. Par exemple, au Mexique, hein, on fait toute une fête autour de la mort et les gens sont mais dans une toute autre relation à la mort. Donc, c'est pas la mort elle-même qui est souffrante, c'est le regard qu'on va y porter. Alors, c'est ça. Quand on veut penser à mourir l'âme en paix, mais c'est de dire comment est-ce qu'ici maintenant, je peux déjà créer un espace de paix à l'intérieur de moi, non seulement quand ça va bien, parce que ça, c'est facile de créer un espace de paix quand ça va bien, mais quand ça va mal. Dans le Comment fond, est-ce que je peux euh, vivre cette situation que je considère aller mal dans un état plus paisible? dans le fond, c'est de voir chaque épreuve qu'on rencontre comme une sorte de répétition, une sorte le terme sur les bouts de sur le bout de la langue, mais il veut pas sortir, mais comme une générale à Tout à chaque fois, fait. tu sais. Oui, tout à fait. Puis je veux dire, tu sais, on pense que à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, il faut faire, il faut agir, il faut être dans une démarche. Puis, bon, ben oui, effectivement, on a des choses à faire, on a une démarche, on a des actions à poser, mais en premier lieu, ce qui est le plus important, c'est jamais l'action qu'on a à faire. C'est beaucoup plus l'état d'être dans lequel on va faire cette action-là. C'est ça qui est important. Donc, si je suis pas bien dans le moment présent, ça me donne rien de vouloir agir maintenant parce que tout ce que je vais faire va être dans une énergie qui est pas bien, va être imprégné de ce mal-être-là que je porte en moi, puis ça donnera pas le résultat que je veux. Donc, imaginons, Isabelle, que je sois en colère contre toi. Si j'essaie de vouloir qu'on se rabiboche, mais que moi, je calme pas la colère que j'ai en moi, ben, ça va dégénérer. Hmm. Tu vas sentir
sans même si j'essaie d'afficher un sourire dans mon visage puis de dire, oh non, tout va bien, Isabelle, tu vas sentir à l'intérieur de moi que ça bouillonne puis que j'ai juste envie d'éclater. Donc, tu vas être en réaction bien inconsciente à cet état que je porte et donc, au lieu d'apaiser la relation, ça va l'envenimer. Alors, ben, si ça se comprend bien dans une situation où je suis en colère, mais ça s'applique à n'importe quelle situation. Si je suis pas bien, il faut que je prenne le temps de changer mon énergie. Puis si moi, je me pose et que je me dis, OK, ça va, j'ai compris, je m'apaise, je vais revenir vers toi, je vais être beaucoup plus détendue. Puis là, toi, tu ne seras pas dans un mouvement de protection parce que moi, j'ai des piquants partout autour de moi à cause de cette colère-là. Donc, tu vas être dans une ouverture, puis on va arriver à s'entendre. Mhm. Alors, c'est pareil dans n'importe quelle situation. S'il y a un événement qui me fait sentir frustrée, qui me fait sentir triste, avant d'agir, ben, l'important, c'est d'aller changer mon état d'être. Puis si je me pratique à chaque fois que j'ai une circonstance dans ma vie à faire ça, ben, quand je vais arriver en fin de vie, je vais être capable de vivre ce passage-là de manière beaucoup plus harmonieuse. Je me souviens un jour, j'ai quelqu'un qui était venu me voir en consultation, puis son mari avait choisi de mourir à la maison, puis son mari enseignait le tai chi. Et un jour, l'infirmière du CLSC vient à la maison pour voir comment ça allait, puis elle l'entend respirer, puis elle lui dit, oh, il va falloir vous rendre à l'hôpital à partir de maintenant parce que vous respirez pas bien, puis là, vous allez avoir besoin de davantage de souffle. Et là, lui, il la regarde et puis il lui dit non, j'ai pas besoin d'aller à l'hôpital. Regardez bien. Et là, il s'est concentré. Et dans le Tai Chi, il y a toute une pratique d'entrer en relation avec la respiration et le corps. Et il a mis ça en pratique. Et puis, il a fait sortir les sécrétions. Il a dégagé ses voies respiratoires. Puis là, il a regardé l'infirmière avec un beau sourire. Puis il a dit, vous voyez, j'ai pas besoin d'aller à l'hôpital. Donc, j'aime beaucoup cet exemple-là parce que on penserait pas que le tai chi peut nous être utile Ouais. en fin de vie. Tu sais, on voit pas le rapport dans le quotidien. Mais pourtant, puis là, je suis en train de dire à tout le monde d'aller faire du tai chi, c'est pas ça, mais c'est plutôt de dire comment est-ce que je peux utiliser mon quotidien pour mettre des choses en pratique qui me conviennent, qui me plaisent et qui sont faciles pour moi. Dans le cas du monsieur, c'était le tai chi, pour lui, c'était son outil, mais on a tous, nous, des outils qui nous font du bien dans notre vie. Comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour mettre ça en pratique dans des situations difficiles? Ce qui fait que quand on va arriver en fin de vie, ben, on va avoir développé le réflexe d'utiliser ces outils-là dans toutes sortes de circonstances, puis on va pouvoir bénéficier de la force de ces outils. C'est intéressant, ça. Hmm. Mais comment on peut faire pour... ça serait... Non, là, je suis en train de répondre à la question avant même de l'avoir posée. Mais, tu sais, c'est en utilisant son intuition ou son élan qu'on Hmm. peut reconnaître les outils qu'on a acquéris. Ça se dit-tu? Ouais. Acquéris. Euh, Acquis, peut-être? Acquis, Oui. 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 Moi, j'ai mon dictionnaire Ah, si tu personnel. savais, je pourrais le compléter. Moi aussi, j'en sors des bonnes de temps à autre. Ah. Mais ouais, mais ta question est intéressante parce que quand tu dis comment est-ce qu'on peut faire, oui, c'est avec ta sagesse intérieure, mais c'est dans le comment, hein, c'est je vis une situation, puis imaginons, je sais pas, je me sens frustrée. Mais dès que je prends conscience que je vis de la frustration. Dans le comment, la première étape qu'on devrait faire, c'est de s'arrêter, Mhm. dire stop.
Parce que la frustration, elle n'est pas là pour rester. Elle est là pour nous dire, OK, ça va pas. Il y a quelque chose de désaligné en toi, là, ça marche plus, là. Hein? Donc, si je reste dans cette frustration-là, je ne trouverai pas une bonne solution. Mais si je dis stop, OK, c'est pas dans la frustration. Il y a la situation qui est là, ça m'embête, mais c'est pas dans la frustration que j'ai envie de la vivre. Stop. Simplement faire ça, ça nous permet de prendre un peu de recul. Puis déjà dans le recul, on va commencer à voir autre chose de la situation. Parce que quand une situation arrive, on a le nez collé sur l'arbre, puis Ouais. là, on voit rien. Donc, c'est lorsqu'on a un peu de recul qu'on commence à voir le véritable enjeu derrière tout ça. Donc, stop. J'ai pas envie de vivre ça dans la frustration. Parfait. Alors, la question qui vient après, c'est comment j'ai envie de le vivre? Bon, Mhm. imaginons, j'ai envie de le vivre dans la paix ou dans l'harmonie ou dans la joie. Bon, parfait. Ouais, mais là, avec les circonstances que là, ouais, la joie, je vois pas comment je vais pouvoir vivre ça. Parfait. Là, j'invoque ma sagesse intérieure. J'aimerais ça, vivre cette situation-là, plus dans la joie que dans la frustration. Comment je peux faire? Puis, au moment où je pose la question, j'ouvre une porte à d'autres choses. Je fais de la place pour qu'il y ait d'autres choses qui arrivent. Peut-être que dans les secondes, dans les minutes qui suivent, ma sagesse intérieure va me dire, appelle donc Isabelle. Puis je ne vais pas comprendre pourquoi. Hein. Qu'est-ce qu'Isabelle vient faire dans la situation? Mais si j'appelle Isabelle, puis je lui dis, ben, écoute, Isabelle, ça me dit de t'appeler, je ne sais pas pourquoi, peut-être que je vais trouver une réponse. Puis peut-être que Isabelle, elle va juste me faire rire, Il y a puis des que, chances. c'est ça, puis que ça va m'amener à changer d'état d'être, puis là, de pouvoir reprendre mon problème. C'est peut-être pas Isabelle qui va avoir la solution, mais Isabelle fait inévitablement partie de la solution si c'est ce que mon intuition m'a dit. Mhm. Donc, tu comprends, c'est de se mettre en démarche pour arriver à quelque chose, à un autre état. C'est ça mon but. Je cherche pas à régler mon problème, je cherche à changer d'état. Puis je le sais qu'une fois que je vais avoir changé d'état, mon problème, il va se régler. OK, c'est de changer notre attitude face au problème, puis de reconnecter un petit peu plus avec, je pourrais dire, reconnecter avec, je cherche mes mots aujourd'hui, avec pas du je m'en foutisme, mais juste de revenir à quelque chose de léger. Oui, mais tu sais, je veux dire, on repart de la question du début, Mhm. qui est comment être plus en paix, que ce soit dans le quotidien ou Ouais. face au passage de la mort. C'est ça notre objectif. Mhm. Mais face aux défis de la vie, c'est toujours la même question. Comment est-ce que je peux être plus en paix? Tant que je m'occupe du résultat à l'extérieur, ben, je peux pas être en paix. Parce que la paix, c'est un état intérieur. Mhm. Et il y a le grand sage Muji qui fait tout plein de vidéos. Ça s'écrit Mooji. C'est pour ceux qui sont curieux, vous pourrez aller voir qu'est-ce qu'il fait. Lui, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, rien ne vous arrive, les choses arrivent. Ouais. Et ça, c'est important. Puis c'est une nuance qui est toute subtile, mais qui a tout son sens. Parce que tant que je dis ça, ça m'arrive, ben en fait, ça arrive à moi. Et là, moi, je suis pleinement impliquée là-dedans. Donc, je suis imbriquée dans la situation.
À partir du moment où je me dis ça arrive, et moi, je me mets face à ce qui est en train d'arriver, voyez-vous que j'ai pas du tout la même posture. C'est un peu comme quand on parle d'une maladie puis qu'on se l'approprie. Voilà, c'est ça. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas idée à quel point on est attaché à tout. On est Mm. attaché à une maladie, on n'en veut pas de maladie, mais pourtant, on s'y attache pour différentes raisons, hein. Puis là, je suis pas en train de juger quoi que ce soit, je suis en train juste de constater, on n'en veut pas, mais on s'y attache. Mhm. La même chose, la colère, on n'en veut pas, mais on s'y attache. On reste dedans. Puis, au lieu de s'occuper de l'état intérieur qu'on a, on va s'occuper de ce qui nous a mis en colère. Tu vois que c'est pas logique. C'est un peu comme s'il y a un enfant qui pleure et au lieu, on veut le consoler puis on veut qu'il arrête de pleurer, mais on s'occupe du jouet qui lui a fait mal. Mais ça peut pas marcher. Donc, on n'arrivera jamais à consoler l'enfant si on s'occupe du jouet. Ben, c'est la même chose dans notre vie. Tant qu'on s'occupe du problème à l'extérieur, on n'arrivera jamais à ce qu'on veut, qui est la paix. Mhm. Donc, dans une situation, première étape, je m'arrête et je me dis, OK, stop. Qu'est-ce qui va m'amener de la paix, moi, ici maintenant? Puis peut-être qu'être en paix dans le moment, c'est trop gros. Imaginons, je sais pas, moi, il y a une catastrophe dehors. Ben, vouloir être en paix ici maintenant, ça demande pas mal de maîtrise. Oui. Ça Donc, prend vraiment de lâcher prise. c'est ça. Mais peut-être qu'on peut juste demander comment est-ce que je peux être un peu plus en paix. Tu Mhm. vois que là, c'est possible d'atteindre ça. OK, il y a une catastrophe dehors, j'ai pas envie de le vivre dans un sentiment de panique. Comment est-ce que je peux plus être en paix pour utiliser mes ressources que j'ai à l'intérieur de moi? Ben déjà, le fait de poser cette question-là, ça m'aligne autrement en face de la catastrophe qui est dehors. Je me rappelle que j'ai des ressources à l'intérieur de moi, puis que, ben, les choses arrivent et ça m'arrive pas à moi. Moi, Mais je participe à. est-ce que ça permet quand même de se détacher? Est-ce que c'est comme une forme de détachement face aux émotions ou on peut vivre les émotions aussi à travers ça qui nous submerge parfois? Ben, en fait, je veux dire, si je constate que je suis en colère, je peux me permettre de la vivre, la colère. Mhm. Je peux la vivre en conscience, mais le problème, c'est que au lieu de s'occuper de la colère, on s'occupe des événements. Puis on vit les événements en colère. Mhm. Donc, tu vois, je suis encore en train de m'occuper du jouet au lieu de m'occuper de la colère. Mhm. Donc, l'idée, c'est pas de fuir, puis ta question est intéressante parce que l'idée, c'est pas de fuir l'émotion. L'idée, c'est d'être capable de la vivre pour entendre parce que les émotions, qu'elles soient, euh, j'ai envie de dire, belles ou plus lourdes, elles sont des messagers. Donc, elles viennent nous, nous apporter une information qui est précieuse pour nous. Si je m'occupe du jouet, j'entends pas le message. Si me retourne vers l'émotion, puis je me dis, OK, toi, t'es là, la colère, mais j'ai pas envie de vivre ça en colère, ben dis-moi ton message. Donc là, je suis en train de faire vraiment le travail d'aller entendre le message qui est là, puis je suis en train aussi de me réaligner face à l'événement, de dire, ben, c'est pas là-dedans que j'ai envie de vivre ça. Donc, comment est-ce que je peux m'occuper de mes émotions, mais c'est en arrêtant. Si je reste dans le mouvement, je vais, sans m'en rendre compte, continuer de m'occuper du jouet, puis là, je suis pas du tout dans la bonne énergie, dans le bon alignement, puis finalement, je vais me retrouver encore plus frustrée, probablement encore plus en colère, parce que tout ce que je vais avoir fait aura pas été, aura pas été dans la direction que je veux, puis donc, ben, je vais rebelote, revivre encore de la colère et de la frustration.
C'est se reconnecter à soi. Se reconnecter à soi, puis de s'occuper de, de ce qui se passe à l'intérieur de soi en premier lieu. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se passe à l'intérieur de soi qui est la base de ce que je vais créer vers l'extérieur. Si je suis en colère, ben, tout ce que je crée porte l'énergie de la colère, même si c'est pas ce que je veux. Mais admettons que je reste dans le même sujet, mais admettons que on doit accompagner quelqu'un qui est en fin de vie ou qui a un pronostic qui est pas bon à long terme, puis que cette personne-là, elle n'est pas dans la paix de soi. Est-ce que on essaie d'enseigner ou on accueille et on est dans le lâcher prise? Ouais, c'est une question, mais tellement importante. Comment on accompagne une personne en fin de vie? Comment on l'aide à, à être davantage dans la paix? Euh, pour moi, le rôle de l'accompagnant, hein, c'est vraiment d'être en présence, d'accueillir ce qui est là. Si la personne n'est pas en paix, ben, il faut commencer par accueillir ça et l'aider elle-même à accueillir ce qui est là avant de vouloir changer quelque chose. Parce que tant qu'il n'y a pas d'accueil, on ne peut pas vraiment avoir une transformation qui est efficace. Donc, la première étape, c'est l'accueil, soit en tant qu'accompagnant, puis on n'a pas rien à changer, on sait pas, on connaît pas le chemin de l'autre et ce qui peut nous paraître complètement inutile, voire euh, obsolète, on pourrait c'est-à-dire obsolète pour nous, hein, Mhm, ben peut-être qu'il est totalement pertinent pour l'autre. Donc, pourquoi les choses sont comme elles sont dans la vie de l'autre? Ben, c'est parce que ça fait partie de son chemin, c'est parce que ça fait partie de ce qui est à être expérimenté. Nous, en tant qu'accompagnants, on n'a pas le bon regard sur la vie de l'autre. mhm. Alors, l'idée, c'est de se placer dans une situation de neutralité la plus grande possible, de dire, ben moi, je ne sais pas comment l'accompagner, cette personne-là, parce que je ne sais pas c'est quoi son chemin à elle, je ne sais pas c'est quoi qui est à transformer, puis qu'est-ce qui est à garder. Je ne le sais même pas pour moi-même, hein. Souvent, dans ma propre vie, je ne le sais même pas pour moi-même. Alors, comment est-ce que je peux savoir pour l'autre? Ça, c'est important de se rappeler ça quand on est dans l'accompagnement, que le plus important, puis souvent on ne mesure pas à quel point c'est l'aspect le plus important, c'est la présence. Mhm. Me déposer là, dans le moment présent, dans un espace d'amour, de paix. Et puis, le reste va là aussi se placer de lui-même. Si j'ai à intervenir, je vais être guidée, je vais le sentir, je vais savoir, je vais avoir l'idée de faire ce qui va être pertinent pour l'autre. Si ben, j'ai à rester en silence, parce que parfois l'accompagnement va se faire beaucoup plus dans le silence que dans la parole ou dans l'action. Dans l'écoute aussi. Dans l'écoute, oui. Et parfois, mais c'est dans le silence, hein, parce que parfois, en fin de vie, il n'y en a plus de mots. Mhm, Et ça cause beaucoup de malaise qu'on ne soit pas capable de parler parce qu'on a l'impression qu'on ne peut plus communiquer. Mais dans l'énergie subtile, on le sait bien qu'il y a, il y a pas besoin de mots. L'échange se fait et se fait parfois même mieux qu'avec des mots parce qu'on s'entend mieux mhm. sans la barrière des mots. Donc, l'accompagnant, il peut se placer dans une posture de neutralité, d'écoute, oui, évidemment, si l'autre a envie de se livrer, que ce soit avec des mots, mais aussi envie de se livrer dans l'énergie, parce que parfois, la barrière va aussi rester dans l'énergie, puis ben, c'est comme ça. Et il n'y a pas à vouloir transformer ça, c'est comme ça que ça doit se passer. Ce qu'on peut faire en tant qu'accompagnant,
c'est de s'adresser à l'âme de la personne qu'on accompagne pour lui dire, écoute, moi, j'aimerais t'aider, mais je ne sais pas comment. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas s'il y a des choses à dire, s'il y a des choses à libérer, s'il y a des moyens pour toi qui pourraient être aidants pour faire ce bout de chemin-là qui te reste à faire. Je ne sais pas comment. Mhm. Montre-moi. Moi, je m'ouvre et montre-moi. Si j'ai à intervenir, si j'ai à faire quelque chose pour toi, montre-moi comment. En lançant ça dans l'énergie à l'autre, de cœur à cœur. On n'est pas obligé de le dire en mots. Ça peut être fait dans un discours intérieur. Ça peut être fait à distance. Je m'en vais te voir tout à l'heure. J'aimerais t'accompagner, mais je ne sais pas comment. Montre-le-moi si j'ai quelque chose à faire. Donc, c'est quelque chose qui peut être fait. Et c'est toujours très, très étonnant de voir ce qui va émerger de ça. Parce que comme on s'est ouvert à d'autres possibilités que le champ de référence auquel on est habitué, ben, on peut être surpris de voir arriver, parfois ça peut être une chanson qui nous vient à l'esprit, parfois ça peut être un livre qu'on va penser d'aller acheter en route. Des fois, ça peut être ben, une histoire qu'on va raconter. Moi, je me souviens un jour d'une femme qui avait jamais fait d'accompagnement de vie, puis qui se retrouve en fin de vie avec son papa. Puis elle sent son papa, mais vraiment pris avec son histoire de vie, mais qui est pas capable d'en parler. Puis elle sent que c'est ça qui fait en sorte que son papa part pas. Puis elle le voit, elle sent qu'il est comme un peu dans la souffrance. Puis, mais tout ça, c'est du non-dit, hein, c'est pas exprimé, c'est une perception qu'elle a. Puis elle dit, j'aimerais tellement ça l'aider à libérer ça pour qu'il puisse partir en paix. Puis à la maison, lui vient une idée. Elle trouve un grand pot en verre transparent, du sable et des roches. Puis elle amène un pichet avec de l'eau. Elle amène ça à l'hôpital. Puis elle dit à son père, écoute, là, tu vas te concentrer sur ta vie, puis tu n'as pas besoin de passer, de m'exprimer ça. Mais là, tu vas penser à tous les problèmes que tu as eus, puis qui ne sont pas encore réglés. Puis elle a pris les cailloux, les grosses roches, puis elle a mis ça dans le pot. Puis là, elle dit, garde, les problèmes que tu as eus qui ne sont pas encore réglés, on les met dans le pot. Tu t'en libères. Puis là, maintenant, tu vas penser à toutes les petites situations, les petites frustrations qui pourraient régler, les petites choses. Puis là, elle a mis le sable. Puis là, elle dit, OK, on nettoie tout ça avec de l'eau. Elle a vidé l'eau là-dedans. Et puis, elle a senti qu'après avoir fait ça, son père s'est apaisé. C'est vraiment libéré de quelque chose. Donc, voyez-vous, c'est pas nécessairement applicable, ça, dans toutes les situations. Allez pas tous vous acheter un vase transparent avec des roches puis du sable. Euh, elle a été inspirée de faire ça. Dans d'autres situations, ça va être une autre inspiration qui va venir. Mais le plus important, c'est de savoir que quand on s'ouvre, puis qu'on s'adresse à l'âme, puis qu'on dit, écoute, j'aimerais ça t'aider, mais je sais pas comment, ben les idées arrivent, puis des idées auxquelles on n'aurait jamais pensé auparavant. Et parce que justement, c'est une idée auquel on n'aurait jamais pensé, ben c'est probablement qu'elle vient pas de nous, cette idée-là, qu'elle vient de notre intuition. Puis, en la faisant, ben, on va vraiment bien aider, bien accompagner la personne à se libérer de quelque chose. Hmm. C'est intéressant, Mhm. vraiment. Euh, Puis, il y a un truc que je me rappelle que tu avais parlé dans ta conférence, là, on remonte à 7 ans, 6 ans. Mhm. L'instant où tu t'as parlé, je pense, c'était de la symbolique de la maladie d'Alzheimer
avec aussi la fin de vie et l'accompagnement. C'est un peu flou dans ma tête, mais c'est quelque chose qui m'avait quand même marqué. Ouais. Mais c'est ça, c'est que quand on s'intéresse au passage de la mort, on se rend compte que tout est fait pour nous aider à libérer. Je viens de parler de l'exemple de la dame qui a aidé son père à libérer quelque chose. Ben, ça a pu fonctionner, ce truc-là, parce que ben, dans les étapes de préparation à la mort de ce monsieur-là, il en était rendu là dans sa libération, puis le truc a juste permis de concrétiser tout ça. Donc, chacun d'entre nous, quand on va arriver en fin de vie, il y a tout un processus qui se met en place qu'on ne voit pas, hein, qui se passe dans l'invisible et qui nous aide à libérer ce qu'on doit libérer pour pouvoir partir le plus en paix possible. Évidemment, plus on aura été dans un aspect contrôle dans notre vie, plus ben, même ce processus-là, même s'il veut s'installer puis il veut essayer de nous aider à libérer des choses, mais parce qu'on est dans le contrôle, ça va vraiment rendre le processus plus difficile à s'effectuer. Inversement, plus on aura fait des petits trucs, comme on a parlé aussi précédemment, plus on bénéficiera de ce processus-là, puis de la libération qui vient avec. Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, on a souvent cette croyance hein, de penser qu'il ne se passe rien, puis que cette personne-là, tout ce qu'elle vit, c'est carrément inutile, puis que ben, finalement, des moyens comme l'assistance médicale à mourir pourraient lui épargner de vivre tout ça, puis qu'elle partirait en paix. Mhm, En fait, c'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire que la manière dont on meurt, que ce soit par l'Alzheimer ou une autre forme de maladie, de dégénération, euh, ben, ça fait partie du grand processus et du grand passage. Et c'est choisi à un autre niveau de conscience pour qu'on puisse libérer des tas de trucs qui sont enfouis dans notre inconscient, puis qu'on ne pourrait pas libérer autrement parce que justement, c'est rendu dans notre inconscient. Donc, dans le cas de la maladie d'Alzheimer, c'est que à quelque part dans notre vie, on a traversé un ou des événements qui ont été une source de colère profonde pour nous, mais colère qui n'a pas été exprimée, colère qui a été refoulée. Donc, souvent, on a mis le couvercle, pardon, sur la soupape et on a l'impression, euh, par des mécanismes de protection, que ça n'existe plus dans notre réalité. On s'est carrément coupé de ces événements-là. Sauf que lorsqu'on arrive en fin de vie, ben, on n'est pas capable de quitter à cause de cette colère-là qui est enfouie en nous et qui brouille le passage. Et donc, la maladie d'Alzheimer va se mettre au service de cette colère-là pour pouvoir la libérer. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la maladie d'Alzheimer? C'est que pendant les périodes que nous, on estime être des absences, que la personne, elle n'est plus là, mais en fait, c'est comme si sa conscience, son âme, se retrouve à un autre niveau. Moi, je compare, pour comprendre ça, je compare toujours ça au match de foot. Imaginons, on a le terrain, puis on a le stade. Ben, c'est comme si le joueur de centre se retrouvait dans les gradins en train de regarder le match. mhm, Puis être capable de s'observer, puis d'observer la scène qui l'a mis en colère, puis dire, ah ouais, mais là, je l'observe à partir des gradins. Je le vois plus en tant que joueur de centre, je le vois à partir des gradins. Et ça permet de faire tout un travail de libération qu'on ne voit pas, évidemment, mais qui se fait quand même. Donc, il y a une utilité, exactement comme avec le coma. Là aussi, on va penser que c'est carrément inutile, puis que c'est pas nécessaire, qu'on devrait soit débrancher les personnes. Mais il faut bien comprendre que
le corps physique, il s'anime par la volonté de l'âme. Ce qui veut dire que quand on est, il y a la volonté de notre âme d'habiter ce corps physique-là, et que quand on meurt, l'âme sent que c'est le moment de quitter ce corps. Tant qu'on n'est pas mort, il y a encore une volonté de l'âme d'être dans le corps physique. Mhm. Et c'est pour ça qu'on va avoir des maladies plus longues, mais parce que derrière, il y a encore une volonté de l'âme. Sinon, l'âme, elle se trouverait une manière de mourir plus rapide. Donc, tout ce processus de la mort, on a avantage à le connaître pour le comprendre et mieux le vivre quand on sera rendu là, mais aussi pour mieux l'accompagner, comme par exemple la maladie d'Alzheimer, si on se mettait davantage en contact avec l'âme de cette personne-là, on pourrait fort probablement l'aider dans le processus de libération qu'elle est en train de faire. Et en l'aidant, Mm. ça va amenuiser la maladie ou... Ben, ça va permettre une libération plus rapide, puis à ce moment-là, le résultat, hein, on ne le sait pas. Est-ce que parce que la libération a eu lieu plus rapidement, l'âme va quitter, donc Mhm. elle va mourir, le corps physique va mourir, pardon, ou parce que la libération a eu lieu, ben, l'âme va y voir une porte possible pour explorer d'autres choses. Ça, on n'en sait rien. Malheureusement, quand on travaille au niveau de l'accompagnement de l'âme, il faut avoir bien en tête que le résultat ne nous appartient pas. Ouais, exactement. C'est ça. Mm. C'est le lâcher prise de l'âme, mais aussi le lâcher prise de l'accompagnant, de l'accompagnateur. Totalement. Puis ça, c'est le bout le plus dur parce que, bien évidemment, aussi dans notre société, on est très focalisé sur un résultat. On fait quelque chose pour avoir ceci ou cela. Puis en accompagnement, c'est un peu la même chose. On accompagne pour aider la personne à partir en paix, pour l'aider à guérir, alors qu'en fait, en tant qu'accompagnant, le résultat ne nous appartient pas. Mm. On fait les choses pour qu'elles soient vécues telles que la personne a envie de les vivre et le résultat, ben, c'est pas ce que devrait être la motivation de l'accompagnant. Dans le fond, c'est comme un aidant naturel. On le fait pour l'autre, on le fait pas pour soi. Mhm. Tout Mm. à fait. Puis, tu sais, je veux dire, quand tu dis faire pour l'autre, ben là aussi, c'est important en tant qu'accompagnant de rester bien vigilant parce que euh, on a plein de désirs, d'attentes cachées, inconscientes. Et puis parfois, ben, on se rend compte, particulièrement quand on est frustré, parce qu'il n'y a pas eu le résultat qu'on voulait, et là, on se rend compte qu'on était attaché puis qu'on avait une attente. Souvent, on dit non, non, moi, je fais ça sans attente. Mais finalement, quand le résultat ne vient pas, on est frustré. Puis là, on se dit, oups, il y en avait peut-être eu une attente finalement. Puis l'idée, c'est pas de se taper sur la tête, hein, c'est normal. On est rempli d'attentes inconscientes. L'idée, c'est beaucoup plus d'être ouvert à cette possibilité-là qu'il y ait une attente, puis dès qu'on en voit une, de se recadrer sans se taper sur la tête, d'avoir de la bienveillance pour soi. Donc, et c'est comme ça qu'on va bien accompagner la personne en fin de vie. L'idée, c'est pas d'arriver là, d'être 100% sans attendre, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas grands accompagnants qui pourraient réussir une tâche aussi colossale que ça. Mais l'idée, c'est de dire, ouais, ben c'est possible que j'en ai des attentes, même si j'en vois pas présentement. C'est possible que j'en ai, je vais rester à l'affût pour essayer d'en avoir le moins possible, puis qu'elles viennent le moins possible impacter la personne que j'accompagne. C'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait communiquer justement avec l'âme d'une personne, qu'elle soit dans le coma, qu'elle souffre de problèmes cognitifs ou peu importe, pour communiquer directement avec l'âme
Ou peut-être le faire dans le détachement ou c'est un monologue Hmm. Ben, intérieur. ta question est extrêmement difficile à répondre parce que il n'y a pas une personne qui Mhm. va avoir besoin du même conseil. Ouais. De, de, euh, je veux dire, il n'y a pas une façon d'entrer en communication si ce n'est que de créer un espace en soi. Tu sais. À partir, si on peut parler d'un conseil que je donnerais, ben c'est ça, c'est de créer un espace en soi, de faire de la place. Euh, et ça, c'est hyper important. Si je veux être capable d'entendre l'autre, si je veux être capable de donner une place à l'autre, ben, il faut que je fasse un peu de ménage à l'intérieur de moi. Il faut que je prenne le temps de m'arrêter, d'avoir des moments de silence pour entendre déjà moi, mes attentes, ce que mon âme cherche à me dire en premier lieu. Puis ensuite, ben, je vais pouvoir avoir plus de place. Donc, l'accompagnant, ben, on n'a pas toujours des heures et des heures pour faire de l'espace en soi, mais tu sais, des fois, simplement, si je sais que je dois me rendre au chevet d'une personne malade, ben, je peux simplement m'arrêter puis faire un exercice de respiration pour revenir à l'intérieur de moi puis dire, OK, je, je fais un peu de place pour l'autre. Et ça prend pas beaucoup de temps et c'est très, très efficace. Donc, pour ce qui est de la communication, mais si j'ai créé de l'espace, ça va venir tout seul, comment communiquer avec l'autre personne. Je vais le trouver selon qui je suis, comment m'adresser à son âme, mais si j'ai pas d'espace, je le trouverai pas. Encore une reconnexion à soi, finalement. Ouais, on revient toujours à ça. Puis, je veux dire, on C'est regarde ça. les enseignements des grands maîtres, hein. On revient toujours à ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On n'a pas idée à quel point on est trop vers l'extérieur et pas assez vers l'intérieur. Et petite dernière question, ou peut-être ça va en suivre plein d'autres. Euh, Quand on est rendu à l'ultime voyage, l'ultime fin, qu'il n'y a pas de retour possible et qu'on accompagne quelqu'un, c'est comment on peut aider l'autre à traverser par sa lumière, tu sais, par notre lumière ou quoi que ce soit, je vais le dire en termes, faire le passage de l'âme. Ouais. Euh, Là aussi, ta question est intéressante et pertinente. On peut pas faire le boulot à la place de l'autre. Mhm, C'est l'autre qui peut se connecter à lui-même pour élever sa propre vibration puis accéder à un espace plus lumineux en lui. Pardon. Donc, mais en tant qu'accompagnant, on peut quand même faire beaucoup en mettant soi-même dans une vibration plus élevée. Parce que l'énergie, c'est contagieux, la base comme la mauvaise. ouais. Donc, en tant qu'accompagnant, ça sera important de prendre conscience, si je veux aller accompagner quelqu'un qui s'en va, là, qui est dans le passage, ce sera important, mais d'être hyper vigilant à l'énergie qu'on dégage. Si moi, je suis mais anéantie par le départ de la personne, je pourrais pas l'aider. Je suis en train de me noyer. Je peux pas tendre la main à l'autre. Mhm, Va falloir que moi, j'aille m'occuper de ce que moi, je suis en train de vivre. Donc ça, il faut être honnête avec soi-même, puis de vraiment constater qu'on ne peut pas être aidant si on n'a pas des bonnes énergies. Puis ça, il faut pas se culpabiliser quand un être cher part. C'est tout à fait normal de vivre des émotions puis de pouvoir être anéanti. Et mhm. maintenant, il faut savoir que si on est dans cet état-là, que la seule chose qu'on peut faire de bénéfique, c'est de prendre soin de soi. Ça y est, je suis anéantie, la personne part. Même si je voudrais être à son chevet, avec les énergies que j'ai, je vais la tirer par en bas, je la tirerai pas, je la pousserai pas vers le haut.
Donc, prendre soin de soi, encore là, c'est pas quelque chose qui prend énormément de temps. Des fois, que quelques respirations, puis dire, OK, j'accueille ma peine. Puis là, j'y fais une place à cette peine-là. Ça permet simplement, après ça, de dire, OK, je peux être avec l'autre aussi. En élevant nos vibrations, on va devenir porteur pour l'autre. On n'a pas besoin de faire plus que ça. Se connecter à soi, à sa partie la plus lumineuse, à entrer dans l'espace du cœur, puis se mettre à la disposition de l'autre, c'est vraiment ce qu'on peut faire de mieux. En d'autres mots, c'est le même mouvement que la prière. C'est ça, prier pour l'autre, hein. C'est accéder à un espace pour pouvoir envoyer des belles énergies à l'autre. Donc, il y a toutes sortes de manières de faire ça, mais l'idée de base, c'est d'accéder à une vibration plus élevée. L'autre, faut se rappeler que le passage de la mort, c'est un passage qui nous amène vers l'intérieur pour accéder à cet espace lumineux en soi. Quand tu disais d'entrée de jeu que des fois tu rencontres des personnes qui viennent te voir en consultation, puis que tu constates que le défunt à qui ils veulent parler n'est pas dans un espace lumineux, ben, on visualise ça en tant qu'être humain quand on est sur la Terre, que la lumière, c'est un lieu, puis que les défunts doivent se rendre dans ce lieu-là. Puis que là, s'ils sont pas dans ce lieu lumineux-là, ils sont dans un lieu où il fait noir, Mhm. où c'est sombre. On visualise ça vraiment comme des endroits. Et j'ai envie de dire, comparons ça au bonheur. Ben, Mhm. le bonheur, c'est pas un lieu. C'est parce que s'il y avait un lieu qui s'appelle bonheur sur la planète, il serait mais très achalandé. On voudrait tous y aller. Beaucoup. C'est ça. Mais ça n'existe pas, Mhm. l'endroit bonheur sur la planète. Pourtant, le bonheur existe. C'est Mhm. un état intérieur. Mais c'est la même chose avec la lumière. C'est pas un lieu, c'est un état intérieur. Donc, il faut se rappeler que la personne qui est en train de mourir, elle, son travail, c'est d'atteindre cet espace lumineux-là en elle. Et on ne peut pas faire ça à sa place. Puis on ne sait pas au moment où elle vit ce passage de la mort, ben, dans quel état elle le vit. Elle peut le vivre dans l'anxiété comme elle peut le vivre dans la pure détente. Bon, on peut peut-être le voir sur son visage, dans son corps, si elle est détendue, puis oui, effectivement, on peut en avoir des traces, mais en même temps, peut-être aussi qu'il y a des personnes qui vont quitter et que c'est pas si évident que ça dans leur corps si elles sont parties de manière paisible ou dans des angoisses. Alors, en tant qu'accompagnant, ce qu'on peut faire, c'est vraiment de guider la personne, soit en lui parlant à haute voix ou soit en lui parlant avec un discours intérieur, en lui disant, écoute, le passage que tu t'apprêtes à franchir, c'est pour t'amener vers des états de paix, des états de bonheur. Prends ton temps, reste focalisé dans ton cœur, prends ton temps et accueille ce qui est là. L'idée de nourrir l'accueil est important. Pourquoi? Parce que souvent, on va stresser les personnes qui vivent ce passage-là sans s'en rendre compte. On va leur dire, va dans ta lumière. Allez, va dans ta lumière. Puis ça, c'est un peu comme quand ça va mal dans notre vie. Si quelqu'un nous disait, ben allez, sois heureux, ben on va le regarder et lui dire, ben oui, je sais bien qu'il faut que je sois heureux, mais là, dans le moment présent, je ne sais pas comment faire ça, hein. Alors, le fameux va dans la lumière peut devenir une source d'angoisse. Alors que si on lui dit, ben, regarde, franchis pas à pas les étapes, puis accueille ce qui est là, c'est beaucoup plus apaisant d'y aller comme ça, en lui disant, l'objectif, c'est d'avancer pas à pas vers ta propre lumière intérieure. T'es pas tout seul, il y a tes guides qui sont là. Moi aussi, je suis là avec toi puis je t'accompagne. Donc, avec un discours comme ça, on va aider la personne à franchir les étapes.
Puis soit dit en passant, c'est pas parce qu'on meurt qu'on se retrouve nécessairement dans la lumière immédiatement. Puis ça peut être normal d'être dans différents états. C'est comme ici, hein, le bonheur, on l'a pas 365 jours par année, 24 heures sur 24. Mais après la mort, la lumière ne vient pas systématiquement avec la mort, 365 jours sur 365. On va avoir des états de fluctuation plus ou moins importants selon ce qu'on aura réglé avant de partir et ce qui reste à régler après être parti. C'est c'est une sorte d'accompagnement qui, je pense, va aider beaucoup les personnes qui sont dans ce questionnement-là. Des fois, parce que ça, c'est quelque chose que je répète souvent aux gens que être dans la lumière, c'est pas un spot qu'on allume au-dessus de notre tête. Mm, mm, C'est vraiment une fréquence vibratoire, c'est un état d'être. Fait que c'est mm. le fun que tu viennes confirmer un petit peu ce que j'exprimais. De toute On façon, est de la même école, hein? Ça, c'est clair que oui. on est de la même école. Puis c'est ça, je veux dire, c'est tout. On en parle pendant quelques minutes là, de l'accompagnement, mais moi, avec les années, j'ai développé des formations à long terme, hein. J'ai des formations qui se donnent sur plusieurs modules pour parler puis approfondir comment on peut être dans ce passage de la mort-là pour soi, mais aussi en tant qu'accompagnant, pour vraiment comprendre toutes les étapes, vraiment comprendre le rôle de l'accompagnant, puis savoir exactement comment on peut interagir. Donc, les gens qui peuvent être intéressés à ce sujet-là, ça s'apprend. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'avais écrit le livre Mourir l'âme en paix, que je suis en train de revoir. Il va y avoir une formule revue et bonifiée éventuellement. Mais donc, c'est ça, ça s'apprend. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que plus on comprend, plus on voit comment on peut participer à ce qui est en train de se dérouler, au lieu de se sentir victime des événements. Ah, mais c'est intéressant comme sujet, sujet. Mm, J'en déparle. mm. Euh, Si tu avais une dernière chose à dire aux gens qui nous écoutent en lien avec le sujet, peut-être quelque chose qu'on n'a pas parlé ou que j'ai pas pensé de poser comme question, qui pourrait aider les gens, soit qui le vivent, parce que peut-être on a des personnes qui le vivent puis qui nous écoutent. Oui. Peut-être que c'est des personnes qui accompagnent aussi. Euh, Dans le fond, ça peut aussi s'approprier aux personnes qui vivent des deuils. Pas nécessairement le deuil d'une personne, mais le deuil d'une situation de vie qui vivent dans leur vie finalement. Je viens de répéter le mot vie 3 fois. Est-ce que tu aurais un conseil à leur soumettre ou à leur suggérer? Ben, je pense que s'il n'y a pas d'hasard, c'est tu as répété 3 fois le mot vie parce que c'est exactement là où je voulais aller avec cette question-là. Pour moi, euh, ça sera important de réaliser que la mort fait partie de la vie et que on peut pas bien vivre sa vie si on passe à côté de la mort. Puis même si on est dedans présentement, ben, la mort, c'est une étape de la vie, puis qu'en réalité, il n'y a qu'une part de nous qui meurt. Mhm. Dans la langue des oiseaux, hein, quand on dit la matière, on entend l'âme à tiers. Donc, l'âme a simplement un tiers d'elle-même dans la matière. Ce qui veut dire que quand on meurt, il y a juste un tiers de nous qui meurt, il y a 2 tiers qui restent en vie. Et ça, c'est important de se le rappeler. La Mhm. personne qui accompagne ou qui est dans un processus de fin de vie, elle peut nourrir tout ce qu'elle va faire, tout ce qu'elle va vivre avec cette pensée-là en se disant, ben, il y a une facette qui est en train de mourir, mais il y a autre chose qui est en train aussi
de naître à une nouvelle étape. La mort, c'est à la fois une naissance, hein. C'est quand on est ici, on meurt à l'autre côté et vice-versa. Quand on meurt ici, on est à l'autre côté. Donc, euh, ce qui est en train de mourir est en train de renaître, comme le phénix. Alors, se rappeler ça, ça permet aussi de changer de regard, puis de pouvoir être beaucoup plus présent parce que, bon, c'est peut-être difficile dans notre conception de la mort d'être présent, mais si on remet ça aussi dans l'aspect d'une naissance qui est en train de se préparer, là, on vient d'ouvrir une porte, de dire, waouh, OK, là, je fais pas seulement préparer la personne à une fin, je l'aide aussi à préparer sa continuité. Et c'est pareil pour moi, si c'est un proche, ben oui, c'est une fin, cette relation-là dans la matière qui s'apprête à être vécue, mais c'est aussi une naissance à autre chose. La relation, elle va se transformer et on va chacun de notre côté naître à une nouvelle réalité. Puis ça, ben, ça devient aussi plus intéressant, plus motivant de l'envisager comme ça. Ben, merci euh, d'avoir encore accepté mon invitation pour partager ce moment-là ensemble. Euh, les gens peuvent te contacter à partir de ton site Internet. Oui, tout à fait. Les formations aussi que je donne en lien avec la mort sont mentionnées sur mon site Internet. Donc, s'il y a des questions, besoin de consultation ou quoi que ce soit, vous pouvez me trouver facilement sur sylviewallet.ca. De toute façon, je vais mettre le lien Hmm. en barre de description du podcast. Donc, vous allez pouvoir cliquer dessus et vous rendre pour pouvoir communiquer directement avec Sylvie. Je voulais vous remercier d'avoir été à l'écoute. Merci encore une fois, Sylvie. Puis je vous dis à bientôt. Bye bye. Merci Isabelle. Au Merci à revoir. toi. Bye bye.